Et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce soir, un accident a fait 4 morts et 7 blessés graves dans la commune de Sakar, dans la région de Sédhiou. La collision implique un minicar et un taxi. Marche des travailleurs des grands domaines du Sénégal. Ils exigent de meilleures conditions de travail. Ils ont décrété une grève de 72 heures. Les personnels de santé du Sud-Sas de Thiès menacent de paralyser le système sanitaire. Ils s'insurgent contre la nomination d'un EIPS sans l'avis de la commission de redéploiement. On vous explique tout dans cette édition. À la une également, entrée en vigueur de l'exigibilité de la carte de presse nationale. Délai de rigueur ce 1er décembre. Et puis en sport, le succès des Lions de la Teranga dope la vente des maillots du Sénégal. Les Lions qui affrontent, vous le savez, l'Angleterre dimanche. Reportage à suivre. D'abord, ce drame survenu cet après-midi, la mort de 4 personnes dans un accident survenu dans la commune de Sakar à Bouniadou, dans la région de Sédhiou. La collision violente entre un minicar et un taxi a également causé la blessure de 7 personnes, dont 4 dans un état grave. À 14h03, les secours du groupement 4, 43e compagnie, ont été alertés pour un accident de la circulation. Il s'agissait d'une collision entre 2 véhicules. Maintenant, arrivé sur le lieu, on a trouvé qu'il s'agissait effectivement d'une collision entre 2 véhicules, occasionnant plusieurs blessés. On a eu à faire le tri, on a évacué les blessés graves et les blessés légers. Et dernièrement, on vient de terminer avec les corps sans vie. Il y avait 4 corps sans vie. 4 blessés graves et 11 blessés légers. Bon, c'est d'abord de respecter le code de la route et de vraiment, surtout quand on descend d'une descente, au moins de ne pas trop appuyer sur la pédale. Maintenant, si vous voyez la situation, la route est large. Maintenant, s'il y a collision, parce que peut-être il y a des gens, on peut appuyer sur la pédale. Vraiment, on les recommande de courir doucement. Voilà. Il y a aussi la descente qui favorise vraiment la vitesse. Vraiment, si chacun pouvait courir un peu doucement, vraiment, ça éviterait peut-être ce genre de situation. L'actualité, c'est également la marche des travailleurs des grands domaines du Sénégal. Ils exigent le départ du directeur général. Les travailleurs n'excluent pas de récupérer leurs terres et réclament l'arbitrage des autorités. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Les travailleurs des grands domaines du Sénégal étaient dans la rue aujourd'hui. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté sur une distance de 2 km pour exiger de meilleures conditions de vie et le respect des droits des travailleurs. Il y a 183 seigneurs qui sont dehors et ces gens-là doivent venir. On peut comprendre aujourd'hui, ce monsieur-là donne des contrats de prestataires à des gens qu'on appelle des gens G. Ils ne peuvent pas être juges et partis. Ces gens-là ont des contrats dans GDS. Pour l'intersyndicale des travailleurs des grands domaines du Sénégal, la situation devient de plus en plus difficile depuis l'arrivée du nouveau directeur général. Il réclame son départ et l'arbitrage des autorités du pays. Et nous protégeons le travail. Nous la voulons plus que ces toits-là. Mais ce que nous demandons, nous, plus de 2000 travailleurs, écoutez-nous, ils refusent de nous écouter. On a de quoi? Il y a ce qu'on appelle absence de dialogue dans cette société. Le directeur général, il n'est pas là. Il est là-bas à Dakar. Dans cette situation pareille, au lieu de venir sacrer du problème, de discuter avec les délégués de personnes, on ne peut pas lutter avec une masse. Ces travailleurs, après une grève de 2 jours, maintiennent le mot d'ordre et décrètent encore 112 heures de cessation de toute activité. Macky Sall doit prendre son bâton de pèlerin, de parler à ce monsieur Yannick Vernet, qui fait chasse associée à ces Sénégalais, non à la discrimination. On n'est pas d'accord. Maintenant encore 72 heures de grève. En présence des gendarmes qui ont encadré la marche, les travailleurs osent le ton et réclament le respect des protocoles d'accord signés entre les villageois touchés par ce projet agricole et les responsables de l'entreprise. Ils ont menacé de remettre ça après la fin des 72 heures de grève si l'entreprise continue de faire la sourde oreille. À Thiès, les personnels de santé du Sud-Sas menacent de paralyser le système sanitaire. Ils dénoncent la nomination d'un EIPS sans la convocation de la commission de redéploiement. Lamine Thiam, secrétaire général du Sud-Sas, avec notre équipe dans la Cité du Rail. Plus de 20 ans, les postes vacants sont mis en compétition dans le district sanitaire de Thiès par un appel à candidature.
Depuis plus de 20 ans, une commission de redéploiement est mise en place dans le district. Depuis plus de 20 ans, les médecins qui ont eu à passer dans le district se référaient aux procès-verbaux établis par la commission pour faire une proposition au préfet concernant une nomination ou une affectation d'un personnel qualifié. La première tentative du médecin est de remettre en cause la subvention du CDS, du centre de santé, pour les petits déjeuners et les déjeuners des travailleurs. La surprise a été grande de constater que le médecin-chef a nommé une responsable du bureau de l'éducation et de l'information pour la santé EPS du district, sans concertation ni convocation de la commission de redéploiement. Fort de ce constat, le secrétaire du bureau de la sous-section a essayé de le joindre au téléphone. Je l'ai appelé à 8 reprises, il ne voulait pas prendre son téléphone. Une demande de rencontre et une lettre de protestation ont été déposées sur la table avec ampliation au préfet et au MCR, mais sans succès. Nous regrettons fermement et nous fustigeons avec la dernière énergie l'attitude indigne d'un travailleur qui se dit syndicaliste. C'est l'occasion pour le système de rappeler à l'opinion que nous ne sommes pas dans un ministère de la médecine, mais dans un ministère de la santé et de l'action sociale où chaque acteur a la même dignité que les autres. Le CISAS prend à témoin les autorités sanitaires, les autorités locales, publiques, politiques, administratives, prévient qu'il répondra à toute forme de provocation allant dans le sens de piétiner les droits des travailleurs. Nous demandons l'annulation pure et simple de cette nomination. Nous exigeons une rencontre entre le MCD et le bureau qui nous a refusé, syndicat qui a déposé une demande depuis le 22 novembre sans succès. Et nous exigeons la convocation de la commission de redéploiement dans les plus brefs délais. Tout autre chose à présent à Mbour, 12 regroupements de femmes formées dans les métiers de la transformation des produits locaux. Objectif, lutter contre le chômage des femmes et promouvoir l'alimentation de qualité. Daïmati Dieng et Mamadou Gueye. Elles sont plus de 150 femmes formées dans les métiers de la transformation des fruits et légumes très accessibles sur le marché. Le cadre, c'était de regrouper aujourd'hui 12 groupements féminins, composés de 10 groupements féminins et de 2 groupements de jeunes. Donc il faut noter que chaque groupement féminin regroupe derrière plus de 45 dames. On ne pouvait pas regrouper les 400 et quelques dames pour les former, mais on a demandé à chaque groupement puisse amener 3 dames. Et donc on a regroupé 36 personnes pour les former pendant 48 heures. Un suivi est prévu pour appuyer l'autonomisation de ces femmes. De Mme Khadifaï. Elle s'est chargée de la formation initiale de 48 heures et donc derrière elle assurera le suivi pendant 6 mois. Elle fera le tour de tous les 10 groupements pour évaluer la restitution, accompagner dans la restitution et évaluer la continuité du traitement donc de ces leçons que les dames ont appris aujourd'hui. Selon la présidente du mouvement Mbolo Moydolé de Sali Diaksao, cette formation est très significative pour elle. Parce que nous avons appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Et chaque fois, on croyait que peut-être c'est comme ça que ça se faisait, mais on ne comprenait pas. Mais vraiment, on salue vraiment l'opportunité que M. Cheikh Diouf nous a donnée. Pour ces femmes très rassurées, ces formations doivent être élargies jusque dans les localités les plus reculées du Sénégal. Merci Ndemati. Délai de rigueur à partir de ce 1er décembre, la carte nationale de presse est obligatoire pour tout journaliste qui souhaite couvrir un événement officiel. Cependant, les dépôts de dossiers vont se poursuivre. Voici à ce propos le président d'Audamine. Nous sommes ici pour confirmer que la date d'exigibilité qui était annoncée et qui est fixée au 1er décembre sera effective. Donc à partir du 1er décembre 2022, à partir de demain, seuls les titulaires d'une carte nationale de presse pourront se prévaloir de la qualité de journaliste et de technicien des médias en application des dispositions du Code de la presse qui a été voté en 2017. Depuis le 15 mars 2021, nous avons ouvert les dépôts et depuis lors, nous travaillons d'arrache-pied pour que ces dispositions-là puissent être appliquées conformément aux dispositions du Code. Depuis l'ouverture, nous avons enregistré beaucoup de dossiers, 1727 dossiers nous avons enregistrés. Nous avons organisé beaucoup de sessions, des sessions pour les diplômés, mais également des sessions de validation des acquis de l'expérience. Et les dépôts continuent parce que la commission est une commission permanente. Voilà, nous sommes là pour faire notre travail. Bon, après, si nous terminons notre mandat,
après, d'autres personnes viendront pour prendre le relais. À la découverte de Hassan, le fils de Omar Pène, qui a choisi une autre voie pour réussir, la haute couture à Paris. Hassan Pène, fils unique de Oumar le chanteur, figure parmi les meilleurs stylistes de la capitale française. Son portrait avec Ibou Diouf et Gervais Yao. Lui, c'est Hassan Pène. Il opte pour le ciseau pour se lancer dans la mode, dans la haute couture, là où son père Omar Pène demeure un musicien reconnu. Un choix, un investissement qui a porté ses fruits des années durant, une consécration qui lui donne aujourd'hui le droit de figurer dans cette revue. En fait, c'est les journalistes d'Européens qui se sont regroupés et qui ont fait une petite analyse. Ils ont sélectionné tous les grands tailleurs de l'Europe. Donc on m'a nominé, j'en fais partie sur les 5 meilleurs. Et ça signifie déjà une récompense de travail qui m'a soulagé parce que c'est un métier qui est vraiment excessivement difficile. Qu'aujourd'hui, si j'en fais partie sur les 5, donc je peux dire que c'est une fierté. Scent of Tailoring est une initiative du journaliste, blogueur Fabio Atanasio qui consacre les meilleurs stylistes européens. Alors moi je suis un tailleur la grande mesure homme. Je suis spécialisé plutôt homme. Mais cela veut dire que grande mesure homme, c'est-à-dire que c'est un travail qui est dédié pour que du sur-mesure homme et qui est fait aussi qu'un travail qui est fait à la main, à 100% ou 90% qui est fait à la main et qui n'est pas donné à tout le monde. Le fils du leader de Super Diamono figure depuis quelques années parmi les meilleurs stylistes de la haute couture en France. Mais déjà, je pense que c'est une fierté. Et c'est une récompense, on peut dire que c'est des années de travail pour arriver à ce livre et d'être reconnu parmi les 5 tailleurs d'Europe. Moi, je pense que c'est une très grande fierté. Dans mon travail, il n'y a rien qui va changer, donc comme avant. Donc j'essaie toujours d'améliorer mon travail et d'essayer de remonter jusqu'au chemin. Hassan Pène fait son entrée dans cette célèbre revue Scent of Tailoring, une reconnaissance qui va forcément l'ouvrir d'autres opportunités dans la haute couture. Merci Ibou. 4e édition des Gingembres littéraires, une rencontre scientifique, sociale et idéologique qui promeut le débat de société. Pour cette année, il sera question d'échanges sur les médias et la cohésion sociale. Patrice Correa est le directeur de l'UFEIR-CRAC de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Dans un contexte où, comme on le sait, les médias se sont beaucoup développés, les technologies numériques se sont beaucoup développées et aujourd'hui chacun est à la fois émetteur, récepteur, commentateur, analyste et cela a un impact sur notre vivre ensemble. Et donc les questions de vivre ensemble, de communauté, de nation, de fraternité sont de plus en plus menacées à travers un certain nombre d'attitudes de comportement qui sont liées à la diffusion des contenus médiatiques, quelle que soit la nature des médias. Et c'est la raison pour laquelle cette édition veut mettre l'accent sur la réflexion critique autour du rôle des médias, de la place des médias, du rôle et de la place des médiateurs, des informateurs, des diffuseurs, mais aussi de ceux qui sont des récepteurs d'informations autour de l'essentiel de vivre ensemble. Et par vivre ensemble, il faut entendre la paix. Le Sénégal est considéré comme un pays modèle, un pays... Et puis dans l'actualité sportive, le Sénégal qualifié en 8e de finale de la Coupe du Monde. Les vendeurs de maillots font florès. Le succès des Lions dope considérablement les ventes. Reportage Moussa Mané et Youssou Baro. Le Sénégal qualifié pour les 8e de finale après sa victoire contre l'Équateur 2-1. C'est déjà l'euphorie chez les vendeurs de maillots. Les supporters viennent en masse pour se procurer la tunique des Lions. Franchement, on s'en sort bien. On voit que les clients ils arrivent et que voilà, je pense qu'ils s'y retrouvent avec leurs moyens financièrement. Ouais. Juste pour supporter nos Lions et être derrière eux. Cependant, une hausse est notée sur le prix des maillots. Avec la qualification des Lions, il passe de 2500 à 5000 francs CFA, pour d'autres à 15 000 francs CFA. Chose normale selon certains supporters. Oui, ils ont augmenté les prix, mais ça vaut la peine. Juste pour supporter les Lions, bon, ça vaut la peine quoi. D'accord, vous en avez acheté combien? 2.
Non, c'est pas le cas. Parce que depuis qu'on a commencé à vendre les maillots du Sénégal, voilà, on est au même prix, toujours au même prix. On va à 15 000, on est au même prix depuis le début. Les commerçants s'en réjouissent et se frottent les mains. Ils prient tous pour une place en quart de finale. Du moment où le Sénégal gagne, on voit qu'il y a les clients qui arrivent beaucoup plus. La vente se passe bien, les supporters plus que jamais confiants, prêts à accompagner les Lions jusqu'à victoire finale. Les supporters sénégalais de tous bords demandent aux joueurs de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Reportage chez la communauté sénégalaise d'origine libanaise avec Fatou Bintou Conté. S'il y a une communauté qui a vraiment montré sa joie lors du match des Lions contre l'Équateur, c'est bien la communauté libanaise établie à Dakar. Tout le monde était content hier. Tous les Libanais étaient dans l'euphorie. Que la joie des Sénégalais est notre joie à nous également. Une communauté qui se considère comme des Sénégalais à part entière. Nous sommes nés au Sénégal, donc nous sommes des Sénégalais. Regardez ce vieux, il est né à Kaolack. Aujourd'hui, même si le Liban jouait contre le Sénégal, nous allions supporter le Sénégal. On ne connaît que ce pays. On aimerait bien que le peuple sénégalais saisisse et comprenne une fois pour toutes que nous sommes Sénégalais. Moi personnellement, mes parents sont venus en 1922. Aujourd'hui, nous avons 100 ans au Sénégal. On ne se considère pas comme Sénégalais, on est Sénégalais. Et on est fiers de l'être. Le match de dimanche contre l'Angleterre, les Sénégalo-Libanais gardent espoir et pensent même que l'équipe va gagner. Le match contre l'Angleterre, c'est dimanche. Nous prions pour que les Lions gagnent ce match. Le prochain match, j'espère, je pense qu'on va le gagner. On a toutes les chances de le faire, on a les chances d'aller plus loin aussi. Et on est toujours là, derrière l'équipe du Sénégal, Inch'Allah. Ils vivent parmi nous, cette communauté, depuis très longtemps, une cohabitation faite dans la paix et l'entente. Prochaine sortie des Lions dimanche 19h face à l'Angleterre, comme un air de retrouvailles pour certains Lions qui vont affronter leurs coéquipiers en club en Angleterre. Un match so-british se profile, cher Sadibou Diarra. Depuis quelques années, les championnats anglais sont les destinations favorites de beaucoup de footballeurs, notamment de nombreux internationaux sénégalais. Ils sont au total 9 Lions évoluant en Premier League et en Championship qui vont rencontrer les Three Lions en 8e de finale de la Coupe du Monde 2022. Ce qui augure de chaudes retrouvailles entre coéquipiers en club, des joueurs qui se connaissent bien. Le gardien Edouard Mendy et le capitaine Kalidou Koulibaly de Chelsea vont faire face à Conor Gallagher, Mason Mount et Raheem Sterling. International, l'Afrique du Sud, le Mozambique et le Kenya, où se déroulent les travaux sur le dialogue entre Congolais pour dénouer la crise qui oppose rebelles du M23 et l'État. Daniel Diouf. Nairobi, la capitale kenyane, choisie pour abriter pour la 3e fois le dialogue entre Congolais. Les travaux lancés par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est lors du premier processus de Nairobi en avril dernier, le M23 avait été convié puis exclu du dialogue. Cette fois-ci, le groupe rebelle n'a pas été invité. Plus de 40 groupes armés de l'Est de la République démocratique du Congo sont tout de même représentés à Nairobi, ainsi qu'une centaine de délégués de la société civile. Les travaux n'ont pas pu débuter au moment prévu car plus de 80 représentants de groupes armés et de la société civile des provinces du Maniema, du Nord Kivu et du Sud Kivu n'ont atterri à Nairobi que mardi à la mi-journée. La délégation de Kinshasa, elle, était partiellement arrivée. La remise du verdict dans le gigantesque scandale de corruption dit de la dette cachée au Mozambique a débuté ce mercredi à Maputo, la capitale, un des plus grands scandales de corruption de l'histoire du pays. Sur le banc des accusés, des agents du renseignement, des proches du pouvoir et le fils de l'ex-président Ndambi Ngebuza, lui-même appelé à témoigner à la barre. Ils sont tous jugés pour chantage, détournement de fonds, blanchiment et faux. L'actuel chef de l'État, Philippe Nyusi, a été mis en cause dans plusieurs témoignages. Il n'a pas été inquiété jusqu'ici. L'affaire remonte à 2013-2014. Nyusi est alors ministre de la Défense.
3 entreprises publiques mozambicaines empruntent secrètement 2 milliards de dollars auprès des banques internationales pour financer des achats de navires, de pêche et de patrouilles militaires. Ces prêts garantis par l'État ont été contractés sans aval du Parlement. Selon un audit indépendant, 500 millions de dollars ont été détournés. D'autres procédures sont en cours en Suisse, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Et puis l'Afrique du Sud, où une commission indépendante désignée en septembre par le Parlement a remis ce mercredi son rapport à la présidence de l'institution. Les membres de cette commission étaient chargés de déterminer si des éléments démontrent que le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a violé la Constitution ou la loi. Le dirigeant est empêtré depuis plusieurs mois dans un scandale lié au cambriolage de sa propriété agricole en 2020. Lors de ce cambriolage, des liasses de billets ont été retrouvées cachées dans du mobilier. Le président sud-africain est accusé d'avoir dissimulé l'incident à la police et au fisc. Le Parlement sud-africain doit étudier les conclusions de ce rapport en 3 tomes mardi prochain. Des conclusions qui pourraient théoriquement conduire à un vote pour la destitution du chef de l'État. Mais cette procédure a en réalité peu de chances d'aboutir puisqu'elle requiert un vote à la majorité des 2/3 de l'Assemblée où le parti de Cyril Ramaphosa, le chef de l'État, détient une confortable majorité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Papa Blader dans Soir d'Info. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.